Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution des frontières internes de l'Union européenne. Alors pourquoi? Parce que la frontière dans nos esprits a pour fonction première de protéger, mais plus souvent encore de séparer, de diviser. Or, l'une des idées et des pratiques assez novatrices de l'Union européenne, c'est de faire en sorte que les frontières entre États membres non seulement ne divisent plus, mais qu'elles cessent d'être une gêne, un obstacle. Donc, je vais vous donner aujourd'hui plusieurs exemples pour vous montrer concrètement comment on fait pour transformer une ligne de frontières qui divise en frontières qui rapprochent et comment on peut répondre à des défis qui sont communs et qui ne peuvent plus être traités à la seule échelle des États. Voici une carte de l'Union européenne dont vous voyez les frontières externes et les frontières internes entre États membres. Et depuis le traité de Maastricht, instaurant un marché unique en 1992, puis la Convention de Schengen, il est prévu la libre circulation d'un pays à l'autre, des capitaux, des services, des biens, mais aussi pour les personnes. Alors c'est important, non seulement pour l'économie, l'emploi, mais aussi parce que 37% de la population de l'Union européenne habite à quelques kilomètres d'une ligne frontière d'un État membre, soit tout de même près de 200 millions de personnes. Et ça, on ne le sait généralement pas. Donc l'Union européenne a mis sur pied, il y a 25 ans, un instrument financier, qui est finalement un instrument politique, qui se nomme Interreg. Et par exemple, il va, pour la période 2014-2020, financer 107 programmes, soit des milliers de projets. Donc voyons concrètement comment ça marche en prenant plusieurs lieux géographiques différents en Europe et plusieurs cas de figure différents. Allons d'abord entre l'Espagne et la France pour voir déjà les questions de santé. Voici la frontière qui sépare les deux pays, elle suit à peu près la ligne de crête de la chaîne des Pyrénées. Et si on se rapproche, on repère le plateau de Cerdagne ou Cerdanya en catalan. On appelle Haute-Cerdagne la partie française et Basse-Cerdagne la partie espagnole. C'est une région isolée qui est très belle, où l'on peut faire de la marche et du ski, et où la population peut passer de 30 000 habitants à 150 000 en saison touristique. Or, on a constaté qu'en cas d'accident ou de problème de santé, toute personne habitant côté français devait rouler plus de 100 km pour pouvoir être pris en charge à Perpignan du fait de l'absence d'infrastructures hospitalières dans cette zone frontalière. Alors, face à ce manque d'offres de soins, le ministère de la Santé français et son homologue catalan ont créé en 2010 un groupement européen de coopération territoriale. Et avec cette nouvelle structure juridique, ils ont procédé à un investissement de 31 millions d'euros pour pouvoir construire un hôpital transfrontalier financé à 60% par ce programme Interreg. L'hôpital se situe à Puigcerdà, côté espagnol, à 2 km de la frontière franco-espagnole, et il a ouvert ses portes tout récemment, à l'automne 2014, donc accessible depuis les deux côtés de la frontière. Et en fait, cela pose de nombreuses questions, notamment celle de la responsabilité civile des employés français pour des actes médicaux effectués en Espagne. Ou bien, par exemple, vous êtes française, vous accouchez côté espagnol, il faut que le nouveau-né puisse être reconnu de nationalité française. Ou encore en cas de décès, où doit se faire la déclaration. Eh bien, ce sont toutes ces questions de normes sanitaires, juridiques et même policières que la coopération transfrontalière doit régler dans des cas comme celui-là. Bien, voyons maintenant un cas de figure lié au poids de l'histoire, pour ne pas dire au poids de la guerre. Voilà une carte du Royaume-Uni, dans sa partie Irlande du Nord, et vous voyez la frontière avec la République d'Irlande. Les deux États étant membres de l'Union européenne, le franchissement de la frontière ne rencontre en principe pas de restrictions. Sauf que le conflit d'Irlande du Nord a laissé évidemment de nombreuses traces. Songez que c'est seulement en mai 2015 que Gerry Adams, le président du Parti républicain irlandais, Sinn Féin, a accepté de rencontrer un membre de la famille royale britannique lors de la visite à Galway du prince Charles. L'impact du conflit sur la frontière a donc longtemps découragé son franchissement. Le passage n'est devenu fluide que depuis l'accord du Vendredi Saint signé entre les deux pays en 1998 et grâce au programme Peace spécifique à l'Irlande du Nord et l'Irlande. Et l'idée, c'est de favoriser les réconciliations en intervenant dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'information des citoyens. Maintenant, voici la frontière entre la Suède et la Finlande, deux États membres de l'Union européenne.
Elle est matérialisée au sud par le fleuve Torne, et on repère deux villes jumelles, Tornio en Finlande et Haparanda en Suède. Alors pour comprendre, il faut faire un peu d'histoire. En 1809, la Finlande est alors sous domination suédoise. Elle passe sous administration russe au terme de la guerre russo-suédoise de 1808-1809. La Suède perd alors la ville de Tornio et pour compenser cette perte, elle développe la ville d'Haparanda. En 1917, à la Révolution russe, la Finlande déclare son indépendance et Tornio devient alors une ville finlandaise. Et aujourd'hui, du fait de leur origine commune, les populations de Tornio et d'Haparanda communiquent indifféremment en finlandais, en suédois ou dans le dialecte régional, le minkieli. Eh bien, ces cités jumelles ont signé de nombreux accords pour la mutualisation des services publics. Piscines communes, traitement des eaux usées et des déchets, services de secours et de lutte contre les incendies, et un office du tourisme commun a été créé en 1998. Et parmi les résultats les plus tangibles, il y a la réalisation d'un quartier commercial à cheval sur la frontière, et les deux communes ont décidé de se doter d'une appellation et d'un logo unique, Tornio Haparanda, et inversement. Eh bien, les financements Interreg ont aidé à la mise en place de tous ces accords. Bien, mais alors, de quels instruments de mesure dispose-t-on pour évaluer les résultats d'une telle coopération? En fait, c'est toujours un peu difficile, un peu imprécis. Et en même temps, il faut persévérer. Parce que l'idée, c'est toujours la même. Cicatriser, retricoter, voir le long terme. Car le plus souvent, finalement, mon premier étranger, c'est tout simplement mon voisin. Alors poursuivons notre tour d'Europe en prenant en compte cette fois des problématiques qui sont plus larges et qui demandent une coopération transnationale pour faire coopérer en effet des États voisins sur des problèmes qui leur sont communs. Donc allons maintenant sur la Baltique pour voir les questions de pollution. On repère que la Russie est présente régionalement par Saint-Pétersbourg au fond du golfe de Finlande et par l'enclave de Kaliningrad. On repère aussi que tous les autres États riverains sont désormais membres de l'Union européenne. La population riveraine représente 17% de la population de l'Union européenne, soit 85 millions d'habitants. Plus les pays associés, et là a pu être développée la première stratégie macro-régionale en Europe, la EU Baltic Sea Region, avec trois objectifs: renforcer l'intégration, aider à un développement équilibré, et établir une politique environnementale cohérente, à savoir lutter contre la pêche non contrôlée en Baltique, les proliférations d'algues, la vidange des ballasts des cargos, qui importent dans cette mer des espèces exotiques invasives, telles le poisson Neogobius, un crabe chinois, un plancton prédateur, tout cela a porté atteinte à de nombreux écosystèmes de la zone de la mer Baltique. Donc cette stratégie macro-régionale cofinancée par Interreg veut, d'ici 2021, éliminer les apports en phosphore ou en azote dans la mer et créer des obligations en matière d'évaluation du milieu marin, à savoir la stabilisation du stock des esturgeons, une formation des agriculteurs pour qu'ils réduisent l'emploi d'intrants chimiques dans les sols et la surveillance aérienne des pollutions venant des rejets urbains dans la mer ou des déballastages des navires. Alors vous voyez, ces quelques exemples en plusieurs lieux de la géographie de l'Europe communautaire montrent bien la diversité des problématiques à régler. Donc il est intéressant pour conclure d'avoir maintenant une vue d'ensemble. Reprenons une carte politique des 28 États membres de l'Union et regardez maintenant cette carte de la Commission européenne, plus précisément de la DG Régio, c'est-à-dire la Direction générale de la politique régionale. Elle nous montre les zones des programmes de coopération transfrontalière pour la période 2014-2020, y compris en Amazonie-Caraïbes, Madère, Açores, Canaries et dans l'océan Indien. Et puis on voit maintenant une carte des programmes de coopération, cette fois transnationaux. On voit l'ampleur donc et la diversité de tous ces programmes. Eh bien ce type de coopération et les investissements induits représentent plus de 10 milliards d'euros pour quelques 107 programmes, soit quasiment 10 000 projets pour cette période 2014-2020. Alors ça peut paraître cher, mais ce qu'on ne calcule finalement jamais, c'est que cela coûterait encore plus cher de ne pas coopérer.
L'idée, c'est de stimuler, d'entraîner toutes sortes d'interactions économiques, sociales, écologiques, en renforçant toutes sortes de flux, de marchandises, de personnes, de matériel, d'énergie, d'informations, d'investissements, notamment pour l'innovation. Alors on l'a compris par ces exemples, il s'agit de faciliter la vie des gens qui vivent près des tracés frontaliers. D'abord parce que la majorité des tracés frontaliers sont des résultats d'anciennes opérations militaires. La coopération sert encore, dans certains cas, à réparer les cicatrices de l'histoire. Et puis, si les programmes Interreg cherchent à dépasser ces tracés, c'est pour trouver des solutions communes face à des problèmes qui sont communs. Car au fond, cette politique est inspirée par l'évidence territoriale et non pas par les contraintes des souverainetés ou le poids des histoires nationales. Et puis de plus, quand on y réfléchit, la plupart des problématiques face auxquelles nous nous trouvons ne peuvent plus être gérées à la seule échelle nationale. Le terrorisme, les épidémies, les pollutions, le réchauffement climatique, les flux migratoires, les flux financiers, les flux numériques, aucun de ces mouvements ne s'arrête aux frontières. Bien, alors je viens de vous dresser un véritable panégyrique de cette façon de travailler depuis 25 ans, mais l'instrument n'est pas parfait. Il y a certes des États qui coopèrent très bien, mais on a de nombreux cas de figure où les institutions nationales bloquent, ou en tout cas ralentissent, la coopération transfrontalière ou transnationale. Et puis, enfin, l'Union européenne a tout de même bien du mal à raconter ses histoires, à les rendre claires, lisibles, abordables, compréhensibles pour le grand public. Et tout de même, c'est bien dommage, parce que ce travail est passionnant. Il devrait déjà modérer les critiques constantes adressées à Bruxelles, comme on dit, venant des citoyens, des politiciens, mais même parfois des États. Plus important encore peut-être, ce type de travail joue contre les replis sur soi, contre les erreurs de représentation, contre la méconnaissance de l'autre et contre les populismes faciles qui se multiplient.